Le comte Matthias Sandorf, après avoir été dénoncé par deux traîtres à la cause de la libération de la Hongrie, parce que ceux-ci n'en veulent qu'à sa fortune, parviendra-t-il à échapper à la mort et à faire justice? Cette nouvelle aventure de Jules Verne commence à Trieste, une ville aujourd'hui italienne, mais qui, dans ces années 1860, est alors sous la domination de l'Empire austro-hongrois. Dans cette magnifique cité, des bords de la mer Adriatique, deux hommes se promènent et discutent. L'un d'eux est un Sicilien sans foi ni loi du nom de Zirone. L'autre, Sarkany, est un Africain du Nord, élégant, intelligent, mais non moins dangereux. L'objet de leur conversation, la recherche de la fortune. Soudain, l'œil de Zirone est attiré par un pigeon qui semble être à bout de force. Saisir l'oiseau dans sa main, ce fut l'affaire d'une seconde pour le Sicilien. Mais il pousse un cri de surprise lorsqu'il constate qu'il s'agit d'un pigeon voyageur porteur d'un billet. Le fourbe Sarkany, intrigué, déroule le papier et découvre un cryptogramme. Sarkany comprend qu'il y a peut-être là de quoi gagner une affaire importante. Nos deux malveillants personnages vont réussir à découvrir le destinataire de ce message, le comte Matthias Sandorf. Le comte Matthias Sandorf est un jeune aristocrate hongrois de 35 ans, immensément riche et dont la résidence principale est un château situé dans les montagnes des Carpates. Veuf et père d'une petite fille de 2 ans, ce personnage de haute naissance consacre désormais son énergie à la mise en place d'une conspiration pour rendre indépendant son pays en le séparant de l'Autriche, en collaboration avec deux de ses plus intimes amis, le comte Ladislas Zatmar et le professeur Étienne Báthory. Sarkany, afin de se faire introduire auprès du comte Matthias Sandorf et gagner sa confiance, sollicite Silas Torontal, un important banquier pour qui il a déjà joué le rôle d'intermédiaire dans des affaires douteuses. Puis, ayant compris le but de la conspiration, il dénonce, avec la complicité du banquier Torontal, le comte et ses amis, avec l'objectif de toucher en récompense la moitié de l'immense fortune du comte Matthias Sandorf. Le comte et ses amis sont arrêtés juste avant que le mouvement d'insurrection ne soit lancé, et ils sont condamnés à mort lors d'un procès expéditif. Dans l'attente de l'exécution, les 3 hommes sont enfermés dans leur cellule située dans un château fort juché dans les montagnes. Matthias Sandorf était dominé par une pensée qui s'obstinait en lui. Il ne doutait pas que dans cette mystérieuse affaire, il y eut trahison. Or, pour un homme de son caractère, mourir sans avoir fait justice du traître, quel qu'il fût, sans même savoir qui l'avait trahi, c'était 2 fois mourir. Un phénomène singulier, mais parfaitement explicable par les seules lois de l'acoustique que je vous laisse découvrir en lisant le roman, lui permet d'apprendre les noms des traîtres. Sarkany, Silas Torontal, s'écria le comte Matthias Sandorf. Eux, ce sont eux! Fuir, fuir, criait-il, il faut fuir! Et cet homme, qui allait marcher courageusement à la mort quelques heures plus tard, cet homme qui n'avait même pas songé à disputer sa vie, cet homme n'eut plus qu'une pensée maintenant, vivre, et vivre pour punir ces 2 traîtres, Torontal et Sarkany. Matthias Sandorf et Étienne Báthory arrivent à s'échapper de leur cellule lors d'un orage épouvantable. Les 2 fugitifs, après avoir survécu par miracle dans les eaux bouillonnantes d'un torrent, sont recueillis par un pêcheur du nom de Ferrato, père d'une jeune fille et d'un garçon. Mais ils sont dénoncés par un ignoble personnage, un paludier du nom de Carpena, pour le prix d'une récompense, mais aussi par vengeance contre le pêcheur Ferrato qui refuse de lui donner la main de sa fille.
Étienne Bathory est blessé et repris par les militaires. Et il sera dès le lendemain fusillé avec Ladislas Atmar, qui lui n'avait pu s'échapper. Quant au comte Mathias Sandorf, poursuivi, il se jette dans la mer sous une mitraille de balles. Son corps ne sera jamais retrouvé. Ainsi se termine cette malheureuse tentative de libération de la Hongrie par le comte Mathias Sandorf, qui a échoué par la traîtrise de deux hommes n'ayant agi que pour l'appât du gain, mais aussi par la dénonciation du paludier Carpena. 15 années plus tard, en mai 1882, nous nous trouvons en Dalmatie, près de la ville de Raguse, dans le port de Gravosa. Un personnage à la fois célèbre et mystérieux, le docteur Antekirt, y arrive à bord d'une magnifique goélette portant le nom de Savarena. Vous avez probablement deviné que ce docteur Antekirt est en réalité le comte Mathias Sandorf. Je vous laisse découvrir les conditions dans lesquelles il avait réussi à survivre 15 ans plus tôt et comment il a réussi à se reconstituer une considérable fortune et l'origine de sa célébrité. Désormais, le docteur Antekirt a les moyens de punir les traîtres d'il y a 15 ans, mais aussi de soulager ceux qui l'avaient aidé à l'époque, ou encore ceux qui subissent les conséquences de cette tragique tentative d'insurrection hongroise. Pour arriver à ses fins, le docteur Antekirt utilise des moyens exceptionnels. Il s'est rendu propriétaire d'Antekirta, une île située quelque part au large du littoral africain qu'il a dotée de moyens de défense redoutables et sur laquelle il a un personnel qui lui est dévoué corps et âme. Non seulement le docteur possède plusieurs navires, mais il utilise aussi des engins de navigation électrique qui lui permettent d'aller d'un point de la Méditerranée à un autre avec une rapidité étonnante. Pour accomplir son œuvre, Antekirt va se faire aider de deux originaux et bien sympathiques saltimbanques français, l'équilibriste Pescade et l'athlète herculéen Matifou, auquel le docteur va accorder toute sa confiance. Ces deux braves personnages, que le pur hasard va mettre sur la route du docteur, vont devenir les principaux artisans de son œuvre de justice. En arrivant à Raguse, le docteur Antekirt sait qu'il va y retrouver le banquier Silas Torontal, désormais retiré des affaires dans un prestigieux hôtel particulier, mais aussi Pierre Bathory, le fils de son compagnon de lutte qui vit seul, avec sa mère, dans des conditions ingrates. Tout en gardant secret sa véritable identité, le docteur invite le jeune Pierre Bathory sur sa goélette. Il y découvre un garçon intelligent et retrouve en lui le portrait vivant de son ami Étienne Bathory. Mais c'est une bien étonnante surprise qui attend Antekirt lorsqu'il apprend que le jeune Pierre Bathory était perdument amoureux de Sava, la fille du banquier Torontal. Après le départ de Pierre Bathory, le docteur Antekirt était plongé dans une réflexion profonde et tourmentée. « Non, je lutterai !» s'écria-t-il. « Un tel amour est odieux, criminel !» Que Pierre Bathory, devenu le mari de la fille de Silas Torontal, apprenne un jour la vérité, il ne pourrait même plus venger son père. Il n'aurait plus qu'à se tuer de désespoir. Aussi, je lui dirai tout s'il le faut. Je lui dirai ce que cette famille a fait à la sienne. Cet amour, n'importe comment, je le briserai. À vrai dire, le banquier lui-même ne peut accepter également l'idée de ce mariage. Sans compter que son ancien complice, le fourbe Sarkany, a un projet de longue date, celui d'épouser la fille du banquier. Et cette jeune fille, quelle était son opinion sur tout cela? Sava Torontal est une charmante et intelligente jeune fille de 17 ans. Cette héritière, d'une fortune énorme, était, depuis son plus jeune âge, admirative des actes de vertu et de courage que peut engendrer le patriotisme. Pour résumer, Sava est tout le contraire de son père.
Et il est inutile de vous dire que la jeune fille ignorait tout du rôle de Silas Torontal dans l'échec de l'insurrection de 1860. Elle avait à peine 12 ans quand un jour, on avait dit devant elle, en désignant Pierre Báthory, « C'est le fils d'un homme qui est mort pour la Hongrie. » Oui, une sorte de malchance intervenant dans le jeu du banquier s'était plu à rapprocher ces deux jeunes gens. La richesse de ce roman ne me permet pas de vous conter la suite de cette extraordinaire intrigue aux multiples rebondissements. Une aventure durant laquelle Antékirth et ses compagnons vont traquer sur tout le pourtour méditerranéen Sarkany, Silas Torontal, mais aussi l'ancien paludier Carpena. L'amour de Pierre Báthory et de Sava Torontal pourra-t-il devenir possible? Et cela malgré ce terrible poids du passé? Je vous laisse découvrir par vous-même la fin de ce roman rythmé par de bien surprenantes révélations. Avec Matthias Sandorf, Jules Verne rédige l'un de ses livres les plus longs. C'est également un défi qu'il s'est lancé en écrivant ce qu'il nomme lui-même son Monte Cristo des voyages extraordinaires. Et oui, ce roman est, comme il l'écrit en introduction, dédié à la mémoire du conteur de génie que fut Alexandre Dumas. Une manière aussi pour Jules Verne de rendre hommage à celui qui fut le premier à croire en ses talents en adaptant sa toute première pièce de théâtre, Les Pailles rompues, il y a plus de 30 ans déjà. Ce roman est aussi un voyage géographique sur la Méditerranée, nous permettant de découvrir les pourtours de cette mer. Un décor que Jules Verne connaît bien, puisqu'au moment même où il est en train d'écrire Matthias Sandorf, l'auteur des voyages extraordinaires réalise lui-même ce qui se révélera être sa dernière grande navigation à bord de son yacht le Saint-Michel III. Certaines scènes de son roman seront ainsi directement inspirées de situations qu'il aura lui-même vécues. Et ce n'est certainement pas pour rien que l'on peut remarquer un petit air de famille entre la goélette du docteur Antékirth et celle de Jules Verne.